Certes, aujourd'hui, la météo n'est pas vraiment avec nous, mais le luxe de la maison que nous allons découvrir est justement de se jouer de la grisaille. Chez Jean-Pierre Pinelli, par tout temps, il fait chaud dans le cœur. C'est un balanino untefino qui a voué sa vie à l'hôtellerie de luxe. Avec lui, nous allons découvrir une Balagne étonnante, loin des tumultes de la vie. Le ciel, le soleil et la mer. Tu veux pas me faire jouer à la pétanque? Je vais vous faire jouer à la pétanque. On a eu un petit peu de chance, on doit quand même essayer de donner. Ici, c'est dit, je vais oublier la crise. Jean-Pierre Pinelli est un personnage inattendu que je n'avais jamais rencontré. La villa qu'il a créée face à la baie de Calvi n'est pas une citadelle, c'est sûr, mais ses clients sont des privilégiés. La maison ouvre ses portes aussi pour des grandes courses. Bonjour. Bonjour Marie. Ravi de vous rencontrer, Jean-Pierre. Et ravi de vous accueillir. C'est magnifique. Écoutez, je le pense, oui. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas songé à m'inviter un petit peu plus tôt Voilà, dans cet endroit de rêve. c'est chose faite. Bon, c'est réparé. Voilà. On va voir un petit peu comment ça se passe. Tout à fait, venez, je vous accompagne. Alors là, nous sommes sur la fameuse terrasse Sur la fameuse terrasse qui domine la citadelle, comme vous le voyez. dont tout le monde parle. Ici, c'est le premier bâtiment. Ça, c'est le premier bâtiment, avec cette fameuse piscine qui a été un petit peu le cliché de l'hôtel avec le débordement sur la citadelle. Et ensuite, au fil des ans, on a évolué avec d'autres constructions. Tous les 5 ans à peu près, on faisait des extensions nouvelles à la demande et puis à la progression de l'hôtel. Le bâtiment historique, 20 ans, c'est ça? 20 ans, Wow. cette année, oui. Déjà. Comment vous l'avez imaginé, ce petit royaume, votre petit royaume? Vous pensiez que ça allait se développer comme ça autant? Je n'imaginais pas forcément autant, mais il est évident que, vous savez, j'allais souvent à Saint-Barthélemy dans les Antilles, et là-bas, il y avait cette configuration d'hôtel un petit peu sur les hauteurs, Ouais. puisque la mer n'est pas aussi accessible que chez nous, et ça avait beaucoup de succès. Et je me suis dit qu'en Corse, pourquoi pas, bon, il fallait faire une tentative, je l'ai faite, elle a bien marché. Mais c'est votre truc, ça, la construction, parce qu'on sent bien que ça s'imbrique parfaitement dans la colline. Oui, je préfère construire que me tenir dans l'hôtel. Vous êtes un maçon, en fait. Voilà, je vais vous l'avouer. Cet hôtel n'en est pas vraiment un. C'est une maison où chaque détail de la décoration a été pensé, exécuté avec soin. En faisant le tour du propriétaire, je me dis que les clients qui viennent se faire dorloter ici ont bien de la chance. Qu'est-ce qui vous a animé pour en arriver ici, dans ce lieu formidable? Mon caractère, solitaire, plus jeune, un caractère beaucoup plus solitaire, et toujours à la recherche d'un lieu pour me ressourcer. Et sur ce rocher, donc je venais avant l'hôtel et avant cette maison, m'asseoir fréquemment. Et un jour, je me suis dit, comment pourrais-je un jour acquérir cet endroit? Et avec la patience et le temps, j'ai réussi non seulement à construire l'hôtel, mais ensuite à racheter ce terrain. Ça veut dire que quelque part, il y avait la faim, la niaque en vous? Peut-être, sûrement même. Il est évident que la Corse, pour moi, c'était un aboutissement, une envie de créer, une envie de montrer au monde extérieur que nous étions une région, une île capable de plein de choses. Vous êtes fait aider par des architectes? Si, j'ai bien sûr un architecte Ouais. qui est Stéphane Marèche, et puis aussi un paysagiste assez fantastique qui est Bruno Demoustier. Ah, ça serait bien qu'on aille le voir. Le C'est le tra- parc de Saletch, c'est ça? C'est le parc de Saletch. C'est sublime. Et cet c'est endroit. lui qui a œuvré dans ce petit parc à faire des choses assez fantastiques. C'était pas D'accord. facile. C'est lui qui a paysagé en fait tous les environs de bien l'hôtel. sûr, bien sûr. D'accord. Et pour rencontrer ce magicien de la verdure, il faut rouler un peu. Une balade bucolique entre campagne et bord de mer. C'est un Éden au cœur de la balade. Du chêne, des oliviers, du maquis. C'est magnifique cet endroit, c'est apaisant, ça sent bon.
On voit la mer au loin, mais je trouve que ça manque de points d'eau quand même. Je vous y amène. Ah bon? Je vous amène Vous avez réponse à tout. vers un bassin où c'est qu'il y a des nénuphars, des carpes koi. Des quoi? Des carpes koi. Qu'est-ce que c'est des carpes koi? Japonaise. Oui. Mais paraît-il que le héron est friand des carpes. Donc faites très attention. Soit de ne pas vous faire piquer par les carpes, ou vous faire prendre en otage par le héron. C'est un message que vous m'envoyez. C'est un message que je vous donne. Non mais c'est vrai ce que vous me racontez. Tout à fait. Et finalement, après tous ces avertissements, rencontre au bout du chemin. Bonjour. Ne vous levez pas, ne vous levez pas. Je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour Bruno. Donc, Pierre. Les qualités principales d'un bon jardinier. Alors la patience, ça on l'a compris. La patience, l'amour de la nature, ça c'est sûr. Et puis le respect, l'observation, le respect des plantes. Ah exactement, bien sûr, bien sûr. Et surtout, moi je suis très branché sur la végétation locale. On avait compris. Oui, Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'ai apprécié quand on a aménagé les jardins de la villa. Je suis tombé sur des gens compréhensifs et qui parce qu'à cette époque-là, c'était encore quelque chose Mais de ça nouveau. n'existait pas. Il fallait aller chercher ailleurs absolument. On mettait des palmiers, On mettait exactement, Ouais. on mettait des palmiers, on mettait des pittosporums, on mettait des choses qui venaient d'ailleurs, alors qu'on avait sous la main tout ce qu'il fallait pour faire un jardin. Il y a 20 ans, c'était pas si évident, surtout pour paysager un hôtel de luxe, pardon, hein, mais quand même un hôtel de luxe, de convaincre Jean-Pierre, j'imagine, avec du maquis, des plantes locales. Tout à fait, ça a été Vous êtes disputé assez un petit peu? exceptionnel. Pas du tout, non, non. Je suis tombé vraiment sur quelqu'un de très compréhensif, très ouvert, et ça n'a posé aucun problème. Mais il dit de vous Ça, que vous avez changé sa vision des choses. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai, non, ça? C'est vrai, parce que Bruno, c'est une vraie rencontre. À la fois le talent, la modestie, énormément de modestie, et puis cette patience, puisqu'on avait une petite différence d'âge, à m'initier sur ce regard sur la nature, sur les jardins, sur la qualité. Souvent, je disais, Bruno, mais vous savez, là, c'est trop étroit. Il me disait, Jean-Pierre, attends. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, comme arbre, est-ce que vous pourriez nous décrire? Comme arbre, il y a assez peu de variétés d'arbres, parce que j'aime pas Il y a faire des des cyprès? choses. Ah, les cyprès, bien sûr, parce que ça donne ça a un élan. C'est un arbre qui a tellement de caractère. Qu'est-ce qu'on a pu planter? Les arbousiers, le myrte, les bruyères, le filérea, le lentisque, toutes ces plantes-là. Oui, on Plus- retrouve tout à la oui. villa, oui. Et puis ce qu'on appelle les sous-arbrisseaux, qui font partie du maquis, comme les lavandes, les romarins. L'immortel aussi? L'immortel, bien sûr, l'immortel, il y en a énormément dans le parc, mais là-bas, on en a aussi, on en a Ok, planté tout aussi. à fait. Ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que c'est une vraie Madeleine. On retrouve toutes les odeurs de notre enfance. Oui, mais ça c'est important. Le nez a un rôle important à jouer dans un jardin. On pourrait faire des jardins uniquement les yeux fermés, marcher à l'odeur. Ça serait des expériences intéressantes. Bruno a un point commun avec mon grand-père. Mon grand-père adorait planter les oliviers, les figuiers, les mûriers, tous ces arbres, les grenadiers, puisque j'adorais. Donc il m'a un peu rappelé mon grand-père. Quand je disais à mon grand-père, plante-moi un jujubier, il dit non, je préfère que tu manges des figues et des grenades que des jujubes. On se balade un peu? Allez. Vous voulez bien? Allez. Ah, et qu'est-ce que c'est quoi le petit C'est un nénuphar, nénuphar bleu là? Il y a du bleu, non? on dirait. On oui. dirait, oui. Ah ben les carpes, les voici. Et voilà. C'est magnifique. On est comme des gosses. On s'arrête un petit moment, si vous le voulez bien, sur l'Afrique. On a l'impression qu'il y a eu deux rendez-vous, et deux rendez-vous un peu manqués. D'abord l'enfance, vous ne supportez pas le climat, Tout à fait. vous êtes obligé de rentrer en Corse. Tout à fait. Mes parents vivaient là-bas. Je ne supportais pas le climat, donc ma mère m'avait laissé. Je suis de Santa Reparate, le petit village de Santa Reparate, du hameau de Palminte. Et donc j'ai été élevé par mon grand-père jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près, et ma tante Lucie. Malgré l'amour de votre tante Lucie, de votre grand-père, est-ce que vous aviez le sentiment à ce moment-là d'être très seul, d'être un peu abandonné par ses parents? Bien sûr, parce que c'était une situation particulière. Ne pas être élevé par sa maman et par son papa, d'une part. J'ai une anecdote à ce sujet. Ma mère, qui rentrait tous les 2 ans avec mon père, un jour, revenant d'Afrique, m'avait corrigé parce que j'avais fait une bêtise. Et on en parle encore. Ma maman a 84 ans, de temps en temps, on en rigole, et je lui avais répondu,
tu n'es pas ma mère, donc tu n'as pas le droit de me corriger. Donc automatiquement, c'est forgé chez moi un caractère plutôt introverti, plutôt solitaire. Mes parents ont divorcé entre-temps, et donc mon père, à qui le manque, l'affection qu'il avait pour moi lui manquait, donc m'a demandé de le rejoindre quand j'avais 19 ans. Et là, il avait une passion pour l'aviation. Il s'était mis à piloter à l'Aéroclub d'Abidjan, et il a voulu m'impliquer dans cette passion et presque m'imposer à ce que je devienne pilote. Mais alors là, vous avez tout donné. Alors là, j'ai tout donné pour lui faire plaisir. Ouais, vous vouliez lui faire plaisir et puis lui plaire aussi. Tout à fait. C'était un homme assez fantastique. Je ne l'avais pas suffisamment. C'était une rencontre tardive, si vous voulez, avec un père. Et j'ai voulu lui faire plaisir. Donc j'ai donné tout ce que je pouvais pour devenir un pilote. Et je le suis devenu puisque j'ai été détenteur d'une licence particulière qui m'autorisait à l'époque à me poser sur les routes. Et c'est là, pendant 3 ans, j'ai vécu la vraie aventure de l'Afrique, puisque j'amenais des courtiers en bois, des courtiers en café, acheter à la fois les coupes, acheter les lots, le truc, mais il n'y avait pas de piste. Vous aimiez cette vie ? J'ai aimé parce que quand on a 19-20 ans, on n'a peur de rien, c'est la découverte, c'est la grande aventure. J'amenais les chasseurs dans le nord de la Côte d'Ivoire avec les animaux que vous pouvez imaginer, dans les grandes savanes, avec les couchers de soleil. Vous voyez un peu Out of Africa. On est un peu dans ce contexte-là. Il rentre au pays dans un avion qu'il ne pilote pas, mais il entend bien garder les commandes et se pose en douceur sur une nouvelle route avec un plan de vol parfois déconcertant. Ah ouais, alors là, c'est absolument magnifique. Et Notre-Dame de la Serre, la voici. Pourquoi on est ici ? Écoutez, c'est un lieu où je viens me ressourcer. J'ai reçu une éducation par mon grand-père et ma tante assez religieuse. Ah, vous êtes croyant ? Je suis croyant. Et cette éducation fait partie de ma culture. Et donc je viens de temps en temps, j'habite juste là-dessous, puisque l'hôtel, vous savez, est juste là-dessous. Et on le voit l'hôtel d'ici ? Bien sûr, on le voit très bien d'ici. Ouais. Vous l'apercevez en bas, Et encore, on le voit, parce qu'on voit la bâtisse... de l'arrière, comme ça. Ouais, la bâtisse de l'arrière, mais assez le reste, intégré, ouais, quand même. c'est bien intégré quand même. Très intégré, ça fait comme un petit dans village. le paysage. Tout à fait. On va reculer parce que c'est vertigineux quand même. On est attiré vers ce... En quoi elle intervient, votre croyance, dans votre quotidien d'homme ? Mais écoutez, je crois qu'il est important de se ressourcer à travers aussi bien une croyance, aussi bien une philosophie liée à l'action que l'on peut mener tous les jours dans son quotidien. Et puis, quand on a eu un petit peu de chance, que la vie vous a gâté, un temps soit peu gâté, on se doit quand même essayer de donner. Et donc vous avez envie à votre tour de partager ? De partager plein de choses. C'est pour ça que je m'implique aussi dans le caritatif, parce que pas tous ont cette chance. Le caritatif, c'est quoi exactement ? Quelles sont vos actions ? Le caritatif, il était difficile de trouver une voie. J'ai profité, si vous voulez, cette année des 20 ans de l'hôtel pour créer les Nuits de la Villa. Ouais. Ce sont des concerts de musique classique. Le principe, c'est sur invitation, les gens mettent dans une urne un peu ce qu'ils veulent. Ce sont des dons. Et je vais, avec ces dons, ça va me permettre d'œuvrer pour le caritatif. Sans fausse note, nous quittons la villa pour rencontrer un ami de Jean-Pierre Pinet, le propriétaire de la Signorie, pour parler de ses grandes maisons corses. Et vous m'emmenez encore dans un bel endroit. Très bel endroit. C'est bien de passer du temps avec vous. Je suis ravie de vous rencontrer. Bonsoir. On est bien chez vous. Ça fait combien de temps que vous êtes le maître des lieux ? Ça fait maintenant 25 ans, et c'est exactement cette année. C'est la 25e année. 5 ans plus tard arrive la villa, parce que vous Alors êtes 5 ans plus tard, effectivement, voisins et entrepreneurs tous les deux. on et est puis- voisins, ouais. entrepreneurs et amis. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison de l'ajouter. Vous avez pas mal de Et ça. concurrents.
Mais concurrent. Concurrent affectif. Concurrent affectif. Mais alors on a mis un concept en place, c'est ce concept de concurrence intelligente. Parlez-moi justement du cercle des grandes maisons. Le cercle, c'était une... Jean-Pierre, je vais en dire 2 mots, et puis je vais laisser en parler Jean-Pierre, puisqu'il est à l'initiative de la première réflexion du cercle, puisqu'il m'en parlait. L'idée du cercle au départ, c'était de se dire, on est un certain nombre d'hôteliers, amis, et on ne se voit jamais. On ne peut pas échanger, on ne se voit jamais. Un club, c'était l'idée de faire un club de réflexion qui nous permettait de nous rencontrer, d'échanger nos expériences et puis notre amitié en même temps. Donc avec Jean-Pierre, on s'était dit qu'il fallait absolument mettre ça en place. On était dans la même perspective et on partageait la même idée de l'hôtellerie. Et dans la vision de l'économie de la Corse. Et dans la vision de l'économie de la Corse. C'était la vision de l'économie de la Corse. C'était des petites structures appartenant à des gens locaux et qui voulaient s'y investir, mettre en valeur le bâti ancien, faire des constructions nouvelles et surtout pas succomber à l'hôtellerie de chaîne. Et vous vous reposez de temps en temps? Très peu, bien sûr. Très peu. On n'a pas besoin. Et voilà, c'est ça le d'un truc. grand repos. Parce qu'il ne se repose pas, nous avons de grandes maisons en Corse. Mon pauvre père, il me disait, Jean-Pierre, il faut que tu sois au travail à 7h le matin. Donc j'arrivais à 7h15 et 7h30, comme on le fait à cet âge-là. Et un matin, il m'a pris à part avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de philosophie. Et il me dit, écoute, il y a 2 sortes de personnages. Tu as les bons employés qui arrivent à 7h moins le quart, les mauvais employés qui arrivent à 7h15, et les patrons qui arrivent à 6h30. Donc fais le choix de quelle catégorie veux-tu te mettre. Et ça, vous l'avez jamais oublié. Le père de Jean-Pierre avait raison. Il en va de l'hôtellerie comme de la grande cuisine. Ce sont 1000 détails qui font que l'on réussit brillamment ou que l'on échoue lamentablement. Et comme pour vérifier l'équation, avant de passer à table, un petit tour en cuisine. Bonjour. Oh, il est concentré, hein. Alors, Olivier, Olivier, vous me présentez? est le second de Sébastien Sévélec, Oui. qui est allé récupérer une de ses distinctions de grand chef relais-château, puisqu'il vient d'être nommé grand chef relais-château. Et ces 2 garçons que j'ai depuis assez longtemps. Donc c'est Ce qui a fait aussi le succès de l'hôtel, Tout à fait. des cuisines de la villa. Les cuisines, tout à fait, parce qu'on s'est inscrit dans la durée et puis dans la jeunesse. Ce sont des garçons performants qui... Pardon, j'ai senti. Hein. Vous aimez le risotto, Marie? Il faut qu'il soit très bon. Hein. Vous avez bien raison. Bon, il va falloir s'y résoudre, goûter à ces mets succulents qui viennent de me chatouiller les papilles en cuisine. Ça tombe bien, Jean-Pierre a réuni quelques amis passionnés comme lui par la vie. À Zaloud. Eh bien, écoutez. Vous travaillez bien ensemble, mis à part le fait d'être amis, Serge et Jean-Pierre, ça vous arrive? Quand on se rencontre et qu'on se met autour d'une table, tous les deux, tout seuls, on a besoin de personne. Mais même des rencontres anodines comme ça? Oui, comme ça. Mais on a toujours un sujet qui voit le jour et qui trouve sa place aujourd'hui, que ce soit un sujet sur l'environnement ou sur... Tout le monde sait qu'on ne vote pas de la même manière. Mais ensemble, on fait des choses, c'est des alliages intéressants. Marion, quand vous l'avez connue, la villa n'existait pas encore. On s'est rencontrés à Paris. Ouais. Et 6 mois après, je déménageais. C'était en août 89. Vous n'êtes pas dit, il est complètement fou celui-là avec ses plans. C'était un projet à l'époque complètement fou, c'est vrai. C'est vrai. Pas tout le monde y croyait justement à ce projet. Surtout en Corse, parce que moi, vous êtes la petite amie de l'entrepreneur qui fait un 4 étoiles en Corse qui ne marchera jamais, ma petite dame. Et moi, je regardais ça avec des yeux, mais... Et moi, j'y ai toujours cru et ça fait 20 ans comme le festival. Mais j'ai tout connu, la première pierre de l'hôtel. C'est facile de travailler avec lui? Non. Mais non, parce que c'est pas facile, c'est beaucoup de rigueur, mais c'est comme ça. Je pense la réussite de Jean-Pierre, c'est de la rigueur. Mais bon, une fois qu'on est à la maison, c'est autre chose. Voilà, c'est notre vie, c'est les enfants et... moi, j'ai une grande chance. Voilà. C'est un perfectionniste tendance pinailleur, quand même.
Complètement. Donc, oui, mais c'est très important d'être en cohérence. C'est bien d'avoir des rêves, de faire des choses de qualité, mais ensuite, quand on dit socialement, c'est difficile de diriger des hommes et des femmes. C'est très difficile. Serge parle de cette avancée sociale. J'ai été le premier signataire de France de la loi de Robien. Il faut savoir que la loi de Robien était déjà un pas vers les 35 heures, même si c'est un sujet assez complexe. Néanmoins, je vais vous faire une confidence, les employés de cet hôtel viennent de perdre les avantages liés aux heures supplémentaires. C'est à partir de la reprise, oui, on fait un peu de politique. Du mois de janvier, c'est moi qui prends en charge le complément de salaire. Bien sûr. La qualité sociale de l'entreprise La Villa, c'est assez remarquable en France. Ah ouais. Il se repose parfois? Jean-Pierre? Ouais. Sur moi? Non, il se repose en général. Ça, c'est bien dit, ça. Mais est-ce qu'il se repose réellement? On a l'impression qu'il est tout le temps en train de réfléchir, de trouver d'autres idées. Jean-Pierre, tous les matins, à la maison, c'est papier, crayon, et on a un projet. Donc tous les matins, il se lève avec un projet. Un projet qui peut être un rêve, qui se réalisera certainement pas, mais c'est toujours vivre avec un homme qui a des projets avec lui. Et ça, c'est exceptionnel. Avoir au moins une idée par jour. Au moins. C'est une hygiène de vie, ça. Et paraît-il que les médecins qui travaillent là-dessus disent qu'il faut que le cerveau soit sans cesse en évolution et pour éviter de vieillir dans de bonnes conditions. Il a peur de ça, il est hypochondriaque. C'est un vrai, c'est un vrai hypochondriaque. C'est incroyable. Et ça se traduit comment au quotidien? C'est un spécialiste. Vous lui demandez le téléphone d'un spécialiste de l'œil droit, de l'œil gauche, de l'oreille, du pancréas. Il vous trouve tout de suite d'abord le rendez-vous avec le spécialiste et il connaît tout. Et puis bon, les sorciers, les chamans, il est toujours branché. Ça me plaît, oui. Oui, mais il a une astrologue, tout à fait. J'y ai eu droit. Depuis qu'on se connaît. J'y ai eu droit et elle est excellente. Elle est excellente. Et en même temps, vous êtes croyant. Oui, non mais l'un n'empêche pas l'autre. Et là, je me demande qui est vraiment Jean-Pierre Pinel. Un personnage inattendu qui se joue des paradoxes, de la brousse africaine au maquis balanin, des rites chamans à Notre-Dame de la Serre. J'ai l'impression qu'il n'aime pas que la route soit trop droite. Qu'est-ce qu'on fait là? Écoutez, non, ne me dites pas. C'est pas me faire jouer à la pétanque. Je vais vous faire jouer à la pétanque. Je vous avais promis qu'aujourd'hui vous joueriez à la pétanque et je vais en profiter. Non, mais c'est pas à moi que vous avez promis. Vous vous êtes dit dans votre tête machiavélique que vous alliez me faire jouer à la pétanque. Je vais profiter aujourd'hui que Bruno Le Boursicot, qui est notre champion du monde, cette fois champion du monde et cette fois-ci aussi bien en triplette qu'en solo. Donc je vais profiter pour vous le présenter. C'est lui qui jouera avec vous aujourd'hui. Vous voulez dire que comme je ne suis vraiment pas à mon affaire, vous avez dû solliciter le champion du monde. Je vous présente Bruno Le Boursicot qui va jouer avec vous aujourd'hui pour essayer de me battre. Je suis désolée. On va faire une vraie partie là. Une vraie partie, allez-y. Et vous venez souvent jouer? Je viens très souvent ici, puisque vous savez, je me suis élevé sur cette place en jouant à la pétanque. Oui, vous êtes d'Île-Rousse. C'est le retour aux sources, vous voyez. Chasser le naturel, ils reviennent au galop. Bon. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous êtes mon adversaire. Alors, je pense que Marie, bonjour, à qui j'avais promis, cher président, de faire une partie, donc Bruno, le président et Marie, contre José, Jean-Pierre, moi-même et puis un troisième. Stéphane, alors. Stéphane. Voilà, Bruno, après toutes ces années de préparation ensemble, je fais comme d'habitude. Je suis pas obligée de fléchir comme j'ai vu ces messieurs. Non. Ah, bien plus fort. Marie, vous me décevez là. Mais j'ai jamais joué là. Il est avec nous. Stéphane, il est avec nous, toi. Où tu vas? Toi, nous trois, là. Non, il est avec nous. Ah, Stéphane avec toi. Et Bruno. Non, vous jouez avec le président et Bruno. Allez, ça y est, je suis encore tombée dans un traquenard. Et dans une situation comme celle-là, le mieux, c'est d'observer. Mais bon, les grands champions ont parfois eux aussi besoin de quelques conseils. Soyez bons, pas comme tout à l'heure, juste un peu. Allez-y, Franco. Viens. J'ai tout appris. Je lui ai tout appris. Mais là, il joue avec nous. Toi, tu es avec qui? Il joue avec nous, Bruno. Alors, c'est quoi les équipes? L'équipe. Reprends la main, allez, vas-y. Bon, je vais la tirer, la boule de José. Tire celle de José. Non, on joue pas ensemble, je joue avec le président.
Non, mais attendez, on n'est pas bon. Quelles sont Non. les équipes? C'est pas grave, je vais tirer, c'est moi qui tire. À Calvi, j'ai rencontré un hôtelier heureux, un enfant du pays qui a relevé un défi fou en ouvrant les portes de sa villa et qui a su rester avant tout cet enfant du pays. J'ai eu un petit coup de stress au départ, mais après, en vous observant, je suis faite pour ça. Vous me réinviterez? Oui. Au mois de septembre l'année dernière, à peu près à la mi-septembre. Vous allez m'inviter l'année dernière? Non. L'année prochaine, je vous ai dit pas l'année dernière. J'ai dit au mois de septembre. On y il y a va, ce je le fameux- raccompagne. Ça va, Allez, merci. Allez, hein. au revoir. Donc l'année prochaine,